Voilà, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Carte sur table, c'est le débat politique. Drame en milieu scolaire. Un enseignant du lycée L'école Bissant, c'est à Yaoundé, a été poignardé à mort par un élève ce mardi. Monsieur Johnny Tchakounte, l'enseignant de mathématiques, a succombé à ses blessures alors qu'il se faisait conduire au CHU de Yaoundé, le centre hospitalier universitaire. Des scénarios divers sont évoqués pour décrire le film de ce drame. En attendant les résultats de l'enquête ouverte, il est néanmoins clair que les faits se sont déroulés dans la salle de classe et font suite à une altercation entre l'élève et son enseignant. Le sujet évidemment pose de nouveau la question de l'encadrement de la jeunesse de façon générale et encadrement en milieu scolaire de façon singulière. Évidemment qu'on en parlera dès l'entame de cette émission pour essayer d'en comprendre peut-être les causes, les raisons et surtout en tirer les leçons. Mais le sujet principal va évidemment tourner autour des prochaines élections, les législatives et les municipales selon Elecam. 7,1 millions d'électeurs sont désormais inscrits pour les prochaines élections, donc, prévues le 9 février 2020, sur un potentiel de 13 millions de Camerounais. En dépit de quelques avancées, le contentieux post-électoral révèle des failles qui tendent à remettre en cause les résultats du scrutin. Cette problématique sera donc abordée ce soir également sous plusieurs aspects. La crédibilité du scrutin, quand on sait qu'à l'analyse du processus électoral jusqu'à la proclamation des résultats définitifs, les partis politiques trouvent beaucoup de choses à redire, mais aussi la légitimité du scrutin. Là, on pourra éventuellement interroger l'impact de la crise dans le nord-ouest, sud-ouest. Est-ce que les électeurs là-bas iront véritablement choisir leurs élus locaux? Voilà autant de questions qui peuvent se poser. Et ailleurs, sur l'étendue du territoire, on observe souvent un taux d'abstention relativement important qui pourrait évidemment interroger la légitimité du scrutin. La dernière articulation nous permettra d'analyser la mutualisation des forces politiques observées dans la composition des différentes listes. Vous le savez, les partis politiques pour ces élections locales ont choisi pour certains de se mettre ensemble afin d'affronter soit le RDPC ou alors d'autres formations de l'opposition. Voilà en gros les thèmes qui vont être évoqués ce soir. On va les schématiser. Drame de Colbison, jeunesse et violence, c'est la première formulation. Ensuite, législative et municipale 2020. Quel crédit accordé au scrutin du 9 février? Législative et municipale 2020. Quelle légitimité accordée au scrutin? Et puis, pour terminer, que peut-on espérer des alliances politiques? 4 invités, c'est la coutume dans cette émission. D'abord, Haché Lazemba, il est candidat à SDF au conseil municipal de la 3e, non moins membre d'ailleurs de ce conseil municipal-là en tant qu'adjoint maire. Bonsoir, monsieur le maire. Merci. C'est comme j'ai oublié votre nom. Député Tango. Non, c'est bien. Merci de me faire l'honneur une fois de plus d'être votre invité. Je profite pour présenter mes vœux le meilleur à tous les copanélistes, à vous principalement, et également à tous les citoyens de ma commune, celle de Douala 3e. Et surtout, je souhaite que l'année 2020 soit pour le Cameroun une année avec un peu plus de stabilité. Et je profiterai aussi pour présenter mes sincères condoléances à la famille de l'enseignant qui vient de perdre la vie en exerçant son métier. C'est pathétique, c'est regrettable, nous en reparlerons. Merci à vous également, meilleurs vœux, bonne année et puis beaucoup de chance dans Merci beaucoup. Votre parcours politique. Évidemment, la croisée des chemins de ce parcours, c'est l'élection du 9 février prochain. Vous êtes donc au niveau des municipales. Et puis juste en face de vous, on a Jacques Edmond Eyoum Mokouri. Il est le secrétaire général des Patriotes Indomptables. C'est un membre de la diaspora. Patriote Indomptable, il nous dira en un mot ce que ça veut dire. Bonne année. Merci beaucoup. Je souligne que vous vivez à Libreville au Gabon. Oui, bien entendu. Merci déjà à Dipita de m'inviter sur votre plateau. Je salue et je souhaite mes meilleurs vœux également à toutes les populations de la ville de Douala, la ville qui m'a vu naître, ainsi qu'à toutes les populations du Cameroun.
je retourne la politesse à monsieur le maire qui est en face de moi. Merci. Au sujet des souhaits de meilleurs vœux. Et voilà, je suis là ce soir. Les Patriotes Indomptables, c'est quoi? C'est un mouvement de la société civile qui est né au lendemain des remous que nous avons observés au niveau de la diaspora camerounaise. Lorsqu'une frange de Camerounais, notamment en Europe, a décidé de se lever pour manifester contre ce qu'ils trouvaient ou ils pensaient être des choses qui ne s'étaient pas bien passées lors de la dernière élection présidentielle. Donc, ils avaient tout à fait raison. Dans un cadre, dans un contexte démocratique, chacun est libre d'exprimer ses opinions, comme c'est le cas au Cameroun en ce moment. Seulement, lorsque eux, ils se sont levés, ils étaient en train de refuter et de refuser à d'autres d'exprimer aussi leur opinion. C'est à ce moment-là que d'autres Camerounais se sont levés pour dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Même s'il est question de procéder à des changements, il faut qu'il n'y ait pas d'anarchie. Il faut que cela se passe dans l'ordre. Donc, il y a eu tout ce que vous avez vu au niveau de la diaspora. Et donc, les Patriotes Indomptables sont nés. Nous avons estimé qu'il fallait davantage aller vers les populations pour sensibiliser sur le patriotisme, sur le civisme, sur le respect des institutions, sur le vivre ensemble. Et donc, nous sommes au Cameroun depuis quelques mois et nous menons un certain nombre d'activités dans ce sens-là. Bienvenue, bonne année à vous. Et puis, dans la diagonale, on a placé Ebe. Il est directeur de campagne du PCRN pour les législatives dans le Fondi-Centre. D'ailleurs, c'est également par ailleurs, dans une autre vie, un spécialiste des questions économiques, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Bonsoir. Bonsoir, député. Merci infiniment d'être parti de Yaoundé. Bonne année. Merci. Merci de m'avoir invité à votre plateau. Je voudrais présenter mes voeux à l'ensemble des copanélistes, également à l'ensemble de vos téléspectateurs. Je voudrais également présenter mes voeux pour les militants du parti PCRN pour lequel je suis ici et regretter évidemment ce que vous avez annoncé en titre parce que c'est une consternation d'apprendre ce genre d'événement. Je voudrais enfin terminer en disant j'espère être utile au débat de ce soir. C'est le mal que nous tous nous souhaitons. Et puis enfin, Joseph Boutouzé, on le connaît déjà, il est apparu plus d'une fois sur ce plateau dans cette émission. Il est du RDPC. Bonsoir Joseph et merci à nouveau d'être des nôtres ce soir. Bonsoir Dipita. La nouvelle qui fait la une aujourd'hui a affligé les Camerounais, m'a particulièrement affligé, parce que voir un jeune professeur de mathématiques qui s'en va à la fleur de l'âge, tué par son élève, son apprenant, c'est quelque chose de douloureux. Mais nous n'allons pas demeurer totalement tristes ce soir parce que nous allons parler des choses qui concernent l'avenir de nos pays. Je dis bonsoir à tous vos téléspectateurs et je crois que nous allons pouvoir débattre dans le calme et dans la sérénité. Alors sans transition, on va rapidement dire un mot là-dessus. Jacques Edmond, il est clair que ce drame interpelle probablement les parents, les enseignants, mais de façon générale, on peut le dire, la société. Un jeune enfant du secondaire qui s'en prend à son enseignant, je veux dire que c'est pas tous les jours. C'est vrai que ce genre d'incident est interpellateur parce que il faut se demander où va notre société en général. Et vous l'avez si bien dit, il interpelle l'ensemble des acteurs, de tous ceux qui sont participants de l'éducation de notre jeunesse aujourd'hui. Que ce soit les parents, ont-ils abandonné? Que ce soit d'abord même les pouvoirs publics. Parce que quand on regarde les programmes qui sont diffusés sur les différentes chaînes auxquelles nous laissons libre cours dans notre pays, on se demande, on voit de plus en plus de films de violence, on voit de plus en plus d'événements de violence. Donc, il y a de quoi se poser des questions sur ce que moi, l'éducation que j'ai reçue, c'est simplement que ce à quoi on tend ses oreilles et ce qu'on a tendance à regarder et à fixer, on finit par se transformer en cette chose-là. On finit par avoir foi en ces choses-là. Et donc, plus les jeunes sont adonnés à certains types de programmes à la télévision, ils ont envie d'imiter des brigands qu'ils voient peut-être dans des films, ainsi de suite, parce qu'il est incompréhensible qu'un enfant se balade avec une arme blanche dans une école, dans un établissement où il est censé recevoir une éducation.
Maintenant, cela pose aussi une autre question au niveau du système éducatif même et de cet encadrement, comme vous le dites si bien. Qu'est-ce qui a été dit à l'enseignant comme mesure de sécurité lorsque vous êtes en face d'un élève récalcitrant? Quels sont les différents degrés? Jusqu'à quel niveau est-ce qu'un enseignant peut intervenir? Qu'est-ce qu'un enseignant peut faire face à un élève récalcitrant? Et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il est prévu des surveillants généraux. À mon époque, au lycée bilingue de Bonabéry, on avait des surveillants généraux que nous tous nous craignions. C'est-à-dire que dès qu'on vous dit que le surveillant général arrive, dès qu'on vous dit qu'il y a un surveillant qui arrive, vous êtes pris de panique. L'enseignant n'avait pas à s'occuper de ces aspects. S'il veut mettre un élève dehors, hors de sa classe, il a simplement à appeler le surveillant général qui s'occupe de ça. Il y avait aussi d'autres personnes un peu plus robustes qui peuvent se prendre, qui peuvent porter carrément, faire les videurs, même dans des salles de classe, même jusqu'à l'université. Moi, je pense qu'à un moment donné, vous l'avez un peu dit en off tout à l'heure, l'enseignant aurait pu prendre des dispositions pour appeler les responsables administratifs, pour interpeller le surveillant général, pour que ça n'arrive pas. Maintenant, il ne faut pas qu'on sorte de ce cadre. C'est des drames, c'est des accidents. C'est un peu comme une dispute dans un couple. Une dispute dans un couple qui peut aller en vrille tout de suite, parce que peut-être une main s'est levée et puis un œil s'est cassé. Donc, il ne faut pas faire plus que ce qui est arrivé. C'est un accident à un moment donné. Et il faut qu'on revienne à de meilleurs sentiments et qu'on se dise que c'est un accident, comme un accident de voiture aussi sur la route, que personne ne prépare lorsqu'il sort de sa maison le matin, mais boum, c'est arrivé. Maintenant, tirez les leçons de ça et essayez d'améliorer la manière d'encadrer nos jeunes dans nos établissements scolaires. Évidemment, un accident qu'on a le devoir de prévenir, Placide. Oui, je vais commencer par présenter mes sincères condoléances à la famille du défunt. Et puis dire en plus que tous responsables, en fait, dans cette affaire. Quand je dis tous, c'est d'abord la famille, c'est-à-dire l'unité dans laquelle on est, on grandit, on reçoit la première éducation. Et maintenant, le système éducatif vient en renfort, n'est-ce pas, de l'éducation. Et puis, il y a des influences externes, on en a parlé tout à l'heure, les médias, et ainsi de suite. Donc, on est tous responsables. Maintenant, qu'est-ce qu'il convient de faire? Parce que, malheureusement, c'est répétitif. C'est-à-dire qu'il nous revient presque de manière récurrente ce genre d'événements malheureux. Donc, ça prend de l'ampleur. Et à se demander, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour endiguer la situation? C'est ça la question que nous devons nous poser aujourd'hui et essayer de répondre en disant, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revenir aux fondamentaux? Parce que nous tous ici, autour de cette table, on se souvient de l'époque où on était à l'école. On se souvient de ce que représentait l'enseignant pour nous. L'enseignant, c'était le parent, n'est-ce pas, qu'on avait à l'école quand on était sorti de la maison. Je crois que la première chose, c'est déjà au niveau des familles, reprendre les enfants en main. Au niveau du système éducatif, redonner aux enseignants, n'est-ce pas, leur rôle, leur valeur. Et donc, et faire attention notamment toutes les influences externes. On a parlé des médias, on a parlé de la société, des compagnies en général. Donc, je ne voudrais pas dire grand-chose là-dessus parce qu'il me semble que les enquêtes sont en cours et qu'on en saura davantage. Mais pour l'instant, je peux simplement dire tous responsables, malheureusement. Joseph. Oui, je ne vais pas reprendre ce que les deux premiers intervenants ont dit. Je vais simplement aller dans la continuité de M. Ebé Placide pour ne pas se souvenir seulement de ce que représentaient les enseignants dans le passé. Moi, je vais aller plus loin. Ce que représentait le président de la République dans le passé. Vous voyez à quel niveau de banalisation certains Camerounais veulent ramener la fonction présidentielle. Nous nous souvenons tous des comportements de certains de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Tout est banalisé au Cameroun. Moi, je pense que c'est un problème de démocratie qui est arrivé soit très tôt,
ou alors qui n'est pas encore suffisamment assimilé dans notre pays. Voyez-vous, les Occidentaux, et même ils se sont engagés vers la voie de la démocratie quand ils avaient fini de construire l'Europe et l'Occident. Parce qu'il me souvient que la Révolution française, c'est en 1789. Et là, il n'y avait véritablement pas de démocratie. Mais en 1789, tout ce qui est en Europe était à construire, tous les châteaux qui sont à Paris aujourd'hui étaient à construire. Ils ont eu le temps d'avoir une société disciplinée, une société qu'on pouvait contraindre au travail. Et maintenant, quand ils avaient tout construit, ils étaient dans un environnement de consommation. Ils ont dit libérons. Et le problème avec l'excès de liberté, c'est que ça conduit donc à ce genre d'action regrettable. Parce que vous voyez des pays où la démocratie est un peu poussée, on en rencontre ce genre d'événements, c'est même devenu banal. C'est tout le temps qu'on nous dit aux États-Unis, un enfant de tel âge est arrivé à l'université, avec l'âme, il a battu ses camarades, il a battu ses enseignants. Moi je pense que c'est au fur et à mesure, les Camerounais vont penser qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent aller en route, défier les forces de l'ordre. Les gens peuvent, dans un arrondissement, insulter le sous-préfet. C'est comme ça que les élèves copient pour insulter les enseignants, insulter les dirigeants. On ne respecte plus aucune institution au Cameroun. Il n'y a plus vraiment l'autorité de l'État. Or, la seule manière de restaurer l'autorité de l'État, c'est d'y mettre un peu de dictature. Mais malheureusement, est-ce que nous pouvons encore rentrer en arrière? Vous êtes allergique, je veux dire, vous êtes nostalgique de la dictature? Je ne suis pas nostalgique, j'ai bien construit mon raisonnement en disant que ceux qui nous ont imposé la démocratie, eux, avant d'ouvrir comme c'est ouvert là-bas chez eux, ils avaient d'abord fini de construire leur territoire. Vous voyez tous ces jeunes qui traînent dans les rues à prendre les stupéfiants, personne ne peut les contraindre à un travail quelconque. Sinon, c'est la télévision qui va venir, les droits de l'homme. On préfère les laisser vaguer à ces mauvaises occupations en longueur de journée parce qu'on nous a imposé une manière d'être qui ne correspond pas à notre développement anthropologique. Voilà. Achille. Oui, moi je voudrais quand même, à la suite de M. Placide qui a parlé de tous ses responsables, je lui donne entièrement raison, mais je voudrais évoquer un autre pan de responsabilité qui est d'une extrême importance, la responsabilité du parent. Parce que de plus en plus, quand on observe notre société, on se rend quand même compte, et nous sommes tous parents autour de cette table, qu'il y a une espèce de démission. Peut-être à cause de la pression de la vie, des occupations, le fait que chacun essaye de courir après la recherche du pain quotidien pour pouvoir nourrir sa famille, nous a amené quelque peu à démissionner de nos fonctions de parents. Parce que, quand même, un enfant qui part de la maison, parce que 14 ans, on dirait que c'est un adolescent, part de la maison avec un poignard dans le sac, ça suscite quand même de l'interrogation. Est-ce que le parent, quelquefois, a passé nuit à la maison? Est-ce qu'il s'est assuré que lui qui va au cours, il est bien habillé? Est-ce qu'il a pris son bain et tout? Ce sont des petites choses qui, à un moment donné, quand même, le laisser aller en vient à ce qu'on arrive à ce type de comportement. Donc, est-ce que le parent même contrôle les fréquentations de son gamin, parce qu'il est question de ça aussi, et que au départ vous avez un enfant qui est dans des dispositions d'être rangé, mais ses fréquentations, sans compter les nouveaux phénomènes sociaux, la consommation des drogues, de l'alcool et tout ça. Oui, il démarre avec un mégot de cigarette et finalement il devient accro l'alcool, parce que quand vous faites un tour aux abords de nos institutions universitaires, mon Dieu, vous ne vous rendrez pas compte de la quantité d'alcool qui est consommée là-bas par des étudiants. C'est aberrant, au vu et au su de tout le monde. Et justement aussi, pour rebondir par rapport à ce que disait l'autre copanéliste, je pense aussi que le Cameroun est en manque de repères. J'ai l'impression, je peux me tromper peut-être, que on a perdu les repères. On n'arrive plus
à s'identifier aux idoles. Parce que non seulement la méritocratie semble avoir foutu le camp, on assiste à la promotion des médiocres, des cancres, et du coup, la jeunesse s'identifie à ceux qu'on n'aurait pas dû valoriser. Et c'est un problème aussi. Et quand on parle de violence, la violence est même étatique aussi. Parce que quand on regarde la violence qui est exercée sur les hommes politiques, parce qu'il ne faut pas seulement qu'on regarde dans un seul sens. C'est vrai, la fonction présidentielle, il faut respecter le président de la République pour un citoyen normal, mais il y a aussi que le président de la République, qui est le président de tous les Camerounais, devrait prêcher par l'exemple. Les hommes politiques d'une obédience contraire à celle du président de la République sont régulièrement molestés, interpellés, tirés dans la boue. Les sous-préfets passent pour être des espèces de justiciers qui, d'un coup, pensent que, d'un côté, il y a des personnes normales qui ont droit à tous les faveurs, les autorisations, parce que tous les actes qu'ils peuvent poser sont normaux. Et de l'autre côté, ce sont des délinquants. Et à chaque fois qu'une réunion ou une manifestation doit être organisée, on se dit non, il y a risque de trouble à l'ordre public. Donc tout ça, à un moment donné, c'est révoltant. Et ça participe aussi du développement des frustrations qui peuvent amener à des situations d'extrême. Il ne s'agit pas de démocratie qui serait venue un peu plus tôt ou tard, mais c'est un processus qui doit être construit et chacun doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Nous aurons le temps évidemment nécessaire de revenir plus largement sur cette question dans ce débat qui nécessite certainement l'interpellation des psychologues, des sociologues, des enseignants. On aura l'occasion d'inviter tous ces messieurs-là ici et puis d'essayer de comprendre ces phénomènes-là et surtout essayer d'envisager des sociétés. On parle du lycée de Colbison aujourd'hui, mais qui ne se souvient pas du lycée de Deido hier et d'autres cas, lycée de Bonabéry, pour ne parler que de Douala. C'est dire que le phénomène tend à s'étendre, à s'amplifier. Donc il est peut-être temps de contribuer à le contenir, pourquoi pas à le stopper définitivement. On va prendre la transition et puis revenir sur la question politique essentielle de ce soir. Un potentiel de plus de 10 millions d'inscrits, de 10 millions d'électeurs, je veux dire. Les campagnes de 7,1 millions d'inscrits. Le scrutin du 9 février est d'autant plus attendu qu'évidemment, dans cette phase de pré-campagne, les différents états-majors politiques, pour ceux qui ont décidé d'y aller, sont en train d'aiguiser leurs armes blanches, pour rester un peu dans l'environnement, dans le sillage de l'actualité d'aujourd'hui, en vue de ces élections-là. Il y a également ceux qui ont opté pour le boycott, le MRC notamment, qui intensifient des campagnes d'explication à l'intention de leurs militants pour davantage sensibiliser. Et c'est dans ce cadre-là donc on va interroger la crédibilité de ce système au regard, on le voit souvent, où ces dernières élections l'ont montré, du contentieux électoral. Chez la Zemba, je rappelle que le SDF d'ailleurs, pardon, il y a la chambre administrative demain qui va donner son résultat définitif à la suite des interpellations des différents candidats qui ont déposé leur candidature et dont on a, pour des raisons diverses, trouvé à redire. Ce processus-là, vous, le SIF, vous êtes souvent monté au créneau pour le dénoncer, pour le condamner. Vous êtes dans le même canevas ce soir. Bon, oui, c'est que, comme vous dites, régulièrement nous montons au créneau et il y a des faits qui nous poussent justement quelquefois à lever de la voix pour que les choses aillent dans le bon sens. Et quelquefois, nous en venons à nous interroger parce que on a l'impression que au fil du temps, on a une justice qui peut être assimilée à voie de vitesse. Parce que là, je prends des faits. Lors du dernier contentieux préélectoral, le SDF, notamment Avori S, par rapport aux législatives, a attaqué la liste du RDPC. Parce que parmi les 4 candidats titulaires, il y avait le troisième, en la personne d'Hervé Emmanuel, comme pour ne pas le citer, qui jouissait d'une double nationalité.
La loi de notre pays est claire. À partir du moment où vous contactez une deuxième nationalité, vous perdez la première, celle camerounaise. Et du coup, les dispositions de la loi également disent que pour être candidat, vous devez être de nationalité camerounaise. On en est arrivé à se poser la question de savoir comment est-ce qu'il a fait, ce candidat, pour obtenir son certificat de nationalité qui fait partie des pièces à verser au dossier. Donc, l'intention du SDF, c'était de pouvoir, et il faut que ce soit clair dans l'entendement des téléspectateurs, c'était d'attaquer la liste. Nous ne visions pas un individu précis, c'était d'attaquer la liste. Le juge a rendu son verdict en demandant plutôt d'enlever Hervé Emmanuel comme de la liste et de le faire remplacer. Par contre, à Douala Premier, la liste des municipales que présentait le SDF, il y avait un militant démissionnaire du RDPC. Le RDPC donc attaque la liste du SDF en prétextant que ce militant reste le sien parce qu'il serait parti de leur parti sans finir avec les cotisations. Je ne sais pas ce que ça va voir là-dedans. Le parti politique n'est pas une prison, parce que je crois que vous adhérez à un parti politique par conviction et vous pouvez décider d'en sortir. Mais l'enjeu ici, c'est de savoir si la loi la décision du juge, c'est d'annuler complètement la liste. Bon, vous voyez que là, on a 2 poids 2 mesures. Et quand on rentre dans l'histoire, le SDF, en 97, avait présenté sur une liste dans le centre le feu Mongobeti, paix à son âme, et à cette époque, la liste du SDF avait été totalement disqualifiée. Donc, quand vous regardez ce type de comportement, ce type de verdict par rapport à notre justice, vous avez beau vouloir donner du crédit à cette justice, à un moment donné, vous pouvez douter. Et c'est tout ça qui jette du discrédit à un moment donné sur le travail qui peut être abattu et pour lequel, bon, loin de nous la prétention d'avoir une justice à 100% juste. Ce sont des humains quand même qui rendent des décisions et il y a dans un environnement beaucoup de choses qui peuvent influencer, mais toujours est-il que pour rendre une décision, on devrait mesurer le pour et le contre et surtout se poser la question de savoir est-ce qu'on a été juste dans la décision. Je ne voudrais pas être en contradiction, alors je ne voudrais pas venir en contradiction de vos arguments, mais il faut néanmoins relever que s'agissant de Hervé Emmanuel Combe, il est constant, qu'il a effectivement la nationalité camerounaise, il a plusieurs fois présenté notamment un visa d'entrée en France lorsqu'il y allait. Donc de ce point de vue, il reste serein. Jacques Edmond, vous dites sur la crédibilité de ce scrutin, vous avez la même démarche que le SDF, ou alors vous dites peut-être que les textes ne sont pas parfaits et puis que l'erreur peut être humaine, mais dans l'ensemble... Il faut distinguer les décisions peut-être individuelles. Un juge prend une décision, certes, en s'appuyant sur un certain nombre d'éléments de la loi, mais en même temps, c'est par rapport à sa sensibilité à lui. Mais en temps normal, lorsqu'il y a jurisprudence en général, c'est très difficile de rendre une décision contraire. Lorsqu'il y a jurisprudence, si on s'en tient aux arguments qui sont avancés ici par M. le maire. Mais il n'en demeure pas moins qu'au sujet de la crédibilité de cette élection, je ne pense pas qu'au Cameroun aujourd'hui, on peut douter de la crédibilité d'une élection organisée au Cameroun. Pour quelle raison? Parce que pour qu'il y ait crédibilité d'une élection, il faut qu'il y ait inclusion. Est-ce que cette élection est inclusive? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été exclu de manière, je ne sais pas, volontaire? Est-ce que la loi exclut quelqu'un qui remplit toutes les conditions pour participer à une élection? Non. On voit plutôt qu'il y en a qui ont décidé de s'auto-exclure. Donc, à part l'inclusion ou l'inclusivité, il faut qu'il y ait transparence. Aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte, pour nous qui sommes de la société civile et qui avons mené beaucoup de combats sur les réseaux sociaux, des débats d'idées avec d'autres qui avaient une opinion contraire à la nôtre et qui estimaient que M. Maurice Kamto, par exemple, avait remporté l'élection présidentielle sur la base de je ne sais quelle preuve. Aujourd'hui, après que son directeur de campagne, Paul-Éric Nguyen, ait fait ses sorties, après qu'un certain nombre d'éléments parviennent à ces gens-là, ils nous appellent aujourd'hui pour nous dire vous aviez raison depuis le début, il n'était pas possible que Maurice Kamto gagne ces élections. Donc en termes de transparence aujourd'hui d'une élection, le SDF, il me souvient dans mon adolescence que le SDF avait fait toute une razzia de toutes les mairies du Vouri. En 96. Une razzia.
Mais après, les résultats du travail sur le terrain avaient eu peine à suivre pour un certain nombre de contingences dont ils peuvent trouver certainement des justificatifs, mais il n'en demeure pas moins que vous qui avez gagné jadis une élection au Cameroun, on ne peut pas parler de manque de transparence à ce niveau-là. Il peut y avoir des couacs. Et c'est de bonne guerre pour certaines personnes qui sont positionnées d'une certaine manière de chercher à tirer la couverture de leur côté. Mais il n'en demeure pas moins que pour ma part, la crédibilité d'une élection au Cameroun n'est pas discutable. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de surveiller les résultats de l'élection de plusieurs manières. On a réclamé la biométrie à l'élection. Elle existe, même si elle est partielle. Elle existe quand même au niveau de la vérification des listes, au niveau de la manière dont on peut voter, au niveau du contrôle de différents types de listes. Donc, lorsqu'on regarde l'ensemble du processus, j'entends des gens qui se plaignent du fait que l'ECAM, finalement, ne serait pas, entre guillemets, un organe indépendant parce qu'il y aurait eu, contrairement peut-être à la loi, un certain nombre de commissions mixtes qui sont mises tout le long du processus. Mais les commissions mixtes, comme son nom l'indique, sont constituées de qui ? On voit très bien de l'ensemble des participants, des acteurs à ce processus-là, de tous les partis politiques, etc., etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème dans notre pays et c'est un problème de mentalité. Et alors que notre pays est en phase de changer, nous sommes concentrés et focalisés sur des choses qui comptent le moins. Aujourd'hui, on focalise l'attention des jeunes sur des revendications inutiles et futiles, alors que le véritable combat que le Cameroun doit mener, c'est un combat d'indépendance totale, d'indépendance économique, d'indépendance politique. Et aujourd'hui, ceux-là même qui veulent faire douter de la crédibilité de cette élection sont en train d'aller mendier ou alors d'aller mander la pitance auprès des Occidentaux afin qu'ils aient la participation de ceux-là pour influer sur notre processus. Là où le Cameroun a réussi à faire que l'élection se passe entre nous et que nous-mêmes nous décidions de l'avenir de notre pays. N'empêche, et là je rebondis avec Placide, qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments que les partis politiques, notamment de l'opposition, mettent souvent en exergue, notamment la sécurisation du vote. Oui. Le fait que souvent, l'ECAM, à l'issue du processus, notamment après le bureau de vote, est le seul garant des urnes, l'intervention relativement présente de l'administration dans le processus, et même il a relevé un point, le statut même des membres de l'ECAM qui compose l'organe chargé d'organiser les élections. Il y a des éléments assez pertinents que l'opposition camerounaise notamment relève assez souvent pour remettre en cause la crédibilité du processus et du scrutin. Merci. Je ne serai pas aussi péremptoire que Jacques Aymon du point de savoir si on peut questionner la crédibilité du processus électoral. Je pense qu'il y a lieu de le questionner. Avant de rentrer dans les détails, vous avez avancé un chiffre tout à l'heure, vous avez dit 10 millions de personnes un potentiel un peu plus en âge de voter. Il faut dire que ça c'est le chiffre de 2013. Hein, je crois. Absolument. Oui. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Je pense que ce chiffre doit avoir certainement... Je peux me corriger les chiffres du dernier recensement, donc oui. autour de 2010. Oui. Ouais. Voilà. Donc ces chiffres... Qui ne demeurent pas, qui ne sont pas moi les chiffres officiels. Hein. Non, ils sont officiels, mais, oui, mais il faut les mettre à jour. Mon problème, c'est de les mettre à jour parce que 7 ans après, il y a eu pas mal de personnes qui ont eu l'âge de voter. Et donc, si on continue sur les statistiques, l'ECAM aujourd'hui déclare 7 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, dont à peu près la moitié des gens qui sont en âge de voter. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi les gens ne vont pas s'inscrire. Parmi les raisons, on avance beaucoup plus le défaut d'avoir les cartes d'identité. Ça, c'est peut-être l'une des raisons. Mais je pense qu'il y a aussi une raison sous-jacente et aussi évoquée, c'est la démotivation. C'est-à-dire que les gens pensent que ce processus électoral n'est pas suffisamment encourageant, pour ne pas dire suffisamment crédible. Il n'est pas suffisamment encourageant pour susciter de l'engouement auprès des gens qui sont en âge de voter. Alors,
comment est-ce qu'on regarde? Parce que tout à l'heure, vous vous êtes apaisanti sur, en fait, le bout du process, qui est le contentieux post-électoral, ou bien alors le contentieux d'une manière générale sur tout le processus. Mais il faut qu'on remonte sur, d'abord, les inscriptions sur les listes électorales. Moi, j'ai une expérience personnelle où je suis allé m'inscrire sur les listes électorales. Comme par malchance, le jour où je suis arrivé, je me suis inscrit et l'imprimante n'a pas pu sortir le récépissé. Donc, je ne sais pas si, au bout du bout, je vais finir par avoir ma carte. Ça, c'est une expérience personnelle. Quand cela vous arrive, vous êtes quand même en droit de vous poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut faire pour que ce soit bien fait malgré la biométrie, malgré tout. Mais c'est un truc banal. Vous vous inscrivez, on doit au moins vous donner un récépissé. Moi, on ne me l'a pas donné ce jour-là parce que les machines étaient en panne. Ça peut arriver, j'accepte. Maintenant... Et vous le mentionnez quand même. Oui, je le dis. Il faut le souligner parce que c'est... Je ne sais pas combien de personnes sont dans le même cas, mais ce n'est pas aussi anodin que cela. Mais je pense que vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que c'est crédible. Maintenant, il y a aussi la question du calendrier électoral. D'accord? La question du calendrier électoral, tel que c'est pratiqué, on n'est presque pas toujours informé suffisamment. Oui, on n'est pas toujours informé suffisamment. C'est étonnant, vous, membres du PCRN, parce que s'il vous plaît, laissez-moi... Le président du PCRN avait annoncé laissez-moi avancer. Je parle de la réalité que nous vivons tous. Il n'y a pas un calendrier électoral qui est établi, publié. C'est généralement la décision du président de la République. Je ne sais pas si vous avez des faits pour me contredire à ce sujet. Si. Bon, vous prendrez à votre tour. On pense simplement que oui, voilà, la mandature s'étend et on aura des élections à peu près à telle période. Mais on ne sait pas qu'à telle date, à telle date. Quand on sait qu'on est président de la République, en même temps président d'un parti, on peut se demander si les gens d'un parti ne sont pas éventuellement informés avant les autres. Donc ça peut aussi poser un problème. Et maintenant, le processus lui-même, les élections, quand vous allez voter, il y a eu un débat après l'élection présidentielle, c'est que les partis qui se plaignaient de la sécurisation et du comptage des votes, on leur disait, vous n'aviez qu'à être là. Comme si le fait de ne pas être là vous expose automatiquement à ce qu'on manipule vos votes. Ça, c'est un discours qui a été entendu. Et ça aussi, ça pose un problème de crédibilité, de savoir est-ce que... Maintenant, quand les opérations de vote sont terminées, le temps que ça prend de publier les résultats, on peut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à ce moment... Dès que vous sortez des bureaux de vote et tout, on ne sait plus ce qui se passe entre ce temps, le comptage, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on peut se poser des questions sur la crédibilité d'un tel processus. Et j'ai même d'ailleurs passé les pieds joints sur même la constitution des candidatures. Il y a eu aussi un débat là-dessus. Ceux qui sont allés dans les administrations pour essayer d'avoir un papier à gauche et à droite. Et si vous voulez donc parler du PCRN, je pense qu'en son temps, nous avons demandé éventuellement qu'on proroge, n'est-ce pas, le temps qu'il faut pour que les gens aient suffisamment de temps et de moyens pour constituer leur candidature. Donc autant de choses que je crois que contribuent à ce qu'on se pose des questions du point de vue de la crédibilité du processus de bout en bout. Des arguments, Joseph, qui peuvent éventuellement impacter sur la décision d'un électeur, sur sa volonté à aller se rendre dans un bureau de vote et voter. Des arguments qui peuvent, sait-on jamais, laisser comprendre souvent le taux d'abstention, non? Cette démotivation, loin de tout appel au boycott, hein, je veux dire que instinctivement, quand quelqu'un se dit, écoutez, ce résultat, ou alors le processus n'est pas crédible, donc mon vote ne comptera pas, il peut se dire, j'y vais pas. C'est subjectif, M. Dipita. Je voudrais rappeler ici que la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral n'est pas
un instrument du RDPC. C'est une disposition réglementaire qui régit le processus d'organisation de l'élection au Cameroun. Nous-mêmes au RDPC, on a souvent été victimes de certaines décisions prises soit par l'ECAM, soit par les instances judiciaires. Vous vous souvenez que l'ECAM avait annulé 2 listes du RDPC pour les élections sénatoriales et ça avait bénéficié au parti de M. Azemba. Vous vous souvenez? C'était quand même assez grave. Si ça avait été un autre parti qui avait perdu 2 listes, quand on annule 2 listes, vous perdez à d'office 14 places, 14 sièges dans les sénatoriales. C'était quand même assez important. Mais ça nous a fait causer du tort. Mais on n'est pas resté là à pleurnicher. Parce qu'il faut avancer. Dernièrement encore, vous avez vu comment le Conseil constitutionnel nous a retiré un candidat d'envergure à Douala 5e. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai dit sur cette table que Emmanuel Combé régulièrement camerounais, c'est vous-même le journaliste qui nous avez invité ici, qui nous avait donné cette information-là. Ça nous a causé un véritable tort ici à Douala 5e parce que c'est une autre locomotive. Vous voyez, voilà 2 exemples qui montrent que ça peut arriver qu'une décision soit prise contre le PCN, qu'ils en souffrent. Comme ça peut arriver qu'une décision soit prise contre le RDPC, nous en souffrons, mais c'est l'état d'esprit qui suit qui pose un problème. Il y a ceux qui sont des éternels pleurnicheurs, qui s'appuient toujours sur des situations communes à tout le monde pour pouvoir dire que le système électoral n'est pas crédible. Parce que le code électoral est une loi et la loi s'applique à tout le monde de la même manière. Maintenant, si nous voulons maintenant interroger l'organe même qui est en charge de l'élection, c'est vrai que les gens vont dire que la responsabilité de la désignation de ses membres appartient au président de la République, qui est aussi le président du RDPC, mais seulement. Il faut à chaque fois faire une scission entre le président de la République, qui est le garant des institutions camerounaises, qui est le garant de la légalité, et le président national du RDPC, dans ses missions en tant que chef de l'État, qui sont des missions qui sont protégées par la loi. Le président de la République doit désigner les membres de l'ECAM. Mais les membres de l'ECAM, il ne les désigne pas pour servir le RDPC, parce que cette loi que nous devons tous convoquer ici ce soir, à son article 4, dit déjà que l'élection Cameroun était un organisme indépendant. Article 4 de cette loi. Nous partons de là. Article 5. Les membres de l'ECAM doivent s'abstenir de toute activité qui peut compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Et surtout, les membres de l'ECAM, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée nationale ou d'une autorité étrangère. Je continue avec l'article 12, afin que nous ignorions que les membres de l'ECAM sont choisis parmi les personnalités de nationalité camerounaise reconnues pour leurs compétences, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle et leur sens patriotique. Voilà tout ça pour dire qu'ils sont voilà les éléments maintenant. Si sur ce plateau, il y a quelqu'un qui peut, sur la base des critères de l'éligibilité que je viens de donner là tout à l'heure, peut dire, moi je récuse tel membre de l'ECAM qui a été choisi par le président de la République, parce que ne vérifiant pas ces conditions-là, qui nous prononce le nom là tout à l'heure. Nous savons, dans l'histoire de l'ECAM, qu'il y a eu un membre de l'ECAM qui a été accusé d'intelligence avec l'administration parce que pendant qu'il était membre de l'ECAM, il allait solliciter les marchés publics
C'était dans le nom. Voilà. Et vous voyez, immédiatement, A été radié. le président de la République a pris ses responsabilités. Et ce membre a été écarté. Donc ce membre était quand même dans le conseil. Écarté par un autre. Mais vous savez, personne ne détient la science totale. Même il peut arriver à tout le monde de se tromper. D'ailleurs, on dit en management, chaque fois que vous voulez prendre une décision en public, l'humilité voudrait que vous commencez par dire je peux me tromper. Mais Joseph, on peut aussi s'interroger si ces membres qui hier étaient du RDPC et qui ont certainement démissionné, mais s'interroger sur leur... je ne vais pas faire un procès d'intention. Voilà justement, ne continuez pas à passer effectivement. Vous êtes déjà en train de vouloir faire un procès d'intention. Tout simplement parce que tout le monde au Cameroun, des gens d'un certain âge, ont d'abord appartenu au RDPC. C'est un peu avec, si je peux aller dans la religion aujourd'hui, tout c'était d'abord des catholiques, il me semble. Après, certains catholiques sont devenus des protestants. Certains protestants et catholiques. Moi, je n'ai jamais appartenu à RDPC. Certains protestants et catholiques sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les églises réveillées. Je dis des non, mais si on fait juste un petit sondage, des gens d'un certain âge, peut-être que pas. Bon, à partir de 60 ans à montant. Voilà. On d'abord, tout c'était du RDPC. Et vous ne pouvez pas faire le procès que les gens, tous les membres du conseil électoral n'ont pas 60 ans. Et puis avant que le président de la République ne désigne les membres de la commission de l'ECAM, il y a une enquête de moralité. Au-delà des enquêtes de moralité, des consultations qui sont faites dans tous les partis politiques et dans tous les organes sociaux du Cameroun, notamment dans les églises. Et voilà. Maintenant, parlant maintenant de l'élection même, l'élection ne commence pas le jour du vote. L'élection commence avec les inscriptions sur les listes électorales. C'est par là que nous commençons. Parce que beaucoup de partis politiques ne comprennent pas que il est de leur responsabilité d'amener leurs militants à aller s'inscrire sur les listes électorales. Si le RDPC gagne aujourd'hui, si le RDPC a la majorité qu'on la connaît, si le RDPC continue à rester au pouvoir, c'est parce que dans le cadre du fonctionnement de notre parti, nous sommes constamment en veille auprès de nos militants et nous les amenons à chaque fois, par divers moyens, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Je voudrais inviter ici, je vais chuter par là, je voudrais inviter ici les autres partis à copier l'exemple du RDPC. Il n'y a pas, une honte à copier ce qui est bien fait. Pas le bon exemple. Ne venez pas comme dans La Fontaine, vous connaissez la célèbre fable, la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la brise fut venue, sans un seul petit morceau de verre ou de vermisseau. Et la cigale attend, lorsque la brise est venue, d'aller crier famine chez la souris. Et maintenant, la fourmi. Et la fourmi lui dit, pendant que moi je travaillais, toi tu chantais, maintenant dansez. Et c'est la même chose que je dis aux partis d'opposition aujourd'hui. Inscrivez vos militants sur liste électorale. Si vous ne l'avez pas fait, maintenant que l'élection est là, vous créez à la fraude, vous créez à toutes sortes de choses pour créer du trouble, pour essayer de déstabiliser l'opinion. N'empêche que ce scrutin a souvent la nécessité, le besoin, et d'ailleurs les pouvoirs publics l'admettent, des observateurs. Je veux dire que comme comment on appelle ça, comme un sceau pour venir attester de la pertinence, de la crédibilité, des choses qu'on voit peut-être pas dans la démocratie aboutie. Je veux dire qu'il ne me souvient pas, par exemple, qu'une élection aux États-Unis ou en France ait besoin des observateurs indépendants, encore une fois indépendants, qui viennent dire que, écoutez, le scrutin s'est déroulé dans les normes. D'où cette question. Pourquoi donc interpeller
les gens qui viennent attester de la crédibilité du scrutin, si tant il est vrai qu'on peut dire aujourd'hui que... Moi, je pense plutôt que... J'ai un avis très tranché là-dessus. Hein. Je pense plutôt que c'est même les élections en Occident qui sont les moins crédibles aujourd'hui. Et là, je vais citer un peu le ministre Jean de Dieu Momo, qui a commis un livre certainement que vous avez eu à parcourir, qui est intitulé « De la démocratie récréative ». Dans sa pensée, que je vais résumer ou paraphraser ici, voilà, que je vais paraphraser ici. Aujourd'hui, les Européens, il a un peu expliqué, M. Mboutouzé, au départ, nous avons atteint, les Européens ont atteint, les Occidentaux en général ont atteint un niveau où ils peuvent jouer de leur démocratie. Ils peuvent faire de ça un jeu de chaises musicales où on joue à se remplacer tous les 4 ans, tous les 5 ans. Ils peuvent même, dans d'autres parties de cet Occident-là, ils peuvent s'amuser à se remplacer tous les 1 an. Mais oui, mais donc, ça selon les règles établies. Justement, des règles acceptées par tous. Même dans l'échelle des besoins de Maslow, ils ont atteint un autre niveau où leurs besoins, c'est pas forcément des besoins du manger, du boire tous les jours. Nous avons des pays en construction encore. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre avoir le même niveau de démocratie forcément que ces personnes. Donc, quelque part, nous avons besoin de personnes pour pouvoir contrôler. Je dirais plutôt qu'aujourd'hui, je vais un peu embrayer pour répondre brièvement, très brièvement à monsieur. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on est incapable de connaître le calendrier électoral au Cameroun. Ce n'est pas une vérité. Pour quelle raison? Parce que sinon, je dirais que votre président, M. Cabral Libby, est un véritable dieu. Parce qu'il a prédit tout ce qui se passe. Il a prédit toutes les dates. Oui, mais c'est quoi le calendrier? Est-ce que Cabral Libby est sorti avant le président de la République pour dire qu'en 2020, les élections auront lieu le 9 février? Il est bien sorti avant. Il a dit. C'était en 2019. Il a dit, il a donné une date. Bien sûr, bien sûr que Cabral... Il y a des dates indicatives. Vous n'êtes pas au courant. Cabral Libby a fait le décompte. Il a très bien compté et c'était un article scientifique. C'est publié sur Facebook. Je ne sais pas, peut-être que cela vous a échappé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il n'a pas donné c'est pas lui qui une décide. date précise. Mais il a donné un canevas ou alors un intervalle. Oui, l'élection qui se tient le 9 devrait se tenir quand? Les élections se tiennent exactement comme Cabral. Il a aussi prévu que le président allait rallonger les mandats des députés. Mais puisque la Constitution le permet. Par contre, là, la Constitution ne permet pas de proroger d'autres types de mandats. C'est la raison pour laquelle il était forcé. Oui. Le scrutin présidentiel de 2025 se fera à quelle date? Là, on sait qu'il aura lieu en 2025, n'est-ce pas? Et on sait qu'en général, les élections au Cameroun se passent vers la fin d'année, en octobre. En octobre, je suis en train de répondre, en octobre 2025. Vous avez vous-même dit que le scrutin présidentiel 2025, donc tout le monde le sait. Et le président ne pouvait pas se mettre en marge de la loi organique du Cameroun. Là n'est pas la question. Si, c'est la question. Non. Vous parlez d'un calendrier électoral. C'est lui qui est le seul maître du calendrier. Monsieur, peut-être que vous serez élu, le 9 au soir du 9. Permettez-moi de parler. Ceux qui sont candidats, peut-être qu'au soir du 9 février, seront déjà candidats. Ils savent que mon mandat, c'est pour 5 ans. Oui, bien sûr. Donc, en 2025, ils doivent se préparer. Ils doivent déjà être en train de travailler. Un homme politique est un entrepreneur qui se prépare à servir son peuple, à servir sa communauté. Moi, excusez-moi de le dire, je viens sur votre plateau parce que je crois qu'il est suffisamment sérieux. Et je respecte les autres copanélistes. Je pense que ça ne nous avance pas, qu'on vienne faire la langue de bois ici. J'ai entendu un certain nombre de choses. Et l'humilité, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie parce que la situation de notre pays découle un peu de l'arrogance et des attitudes de science infuse. Une œuvre humaine est imparfaite. Il n'y a pas de mal à reconnaître qu'il y a des manquements dans une action humaine. Au contraire, on s'appuie sur les critiques pour s'améliorer et aller vers l'excellence. Quand on questionne le processus électoral camerounais, on n'a jamais dit qu'il est totalement mauvais. Vous prenez l'exemple de l'opposition qui gagne quelques mairies. Le SDF a gagné la mairie de Douala 3e en 2013. Vous voulez que je vous dise comment on a fait? Pratiquement les couteaux et les machettes sont sortis, messieurs. Parce qu'il y avait toujours les velléités de hold-up, qu'on m'excuse le terme, qui est approprié à un certain parti politique. Mais je dis, si moi je vous raconte les stratégies que nous sommes en train de mettre sur pied pour maintenir l'exécutif communal
SDF à la tête de cette commune, vous ne comprenez pas, mais je me réserve de le faire parce que au sorti de cette émission, on pourrait accuser STV de ci ou de ça et même les fermer. Comme pour dire que quand vous parlez de gagner, ça ne se passe pas comme ça. Mais je peux encore vous comprendre. Vous n'êtes pas au pays, peut-être le fait que vous soyez un peu absent, vous êtes déconnecté d'un certain nombre de réalités. Mais Placide a dit quelque chose d'extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'élection, à 18h du processus de vote et jusqu'à la proclamation des résultats? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses que si vous n'êtes pas vigilant, attention messieurs, vous pouvez gagner votre élection et ne pas obtenir le résultat. C'est de ça qu'il est question. Quand vous dites sur ce plateau que le système électoral camerounais est plus crédible que celui des Occidentaux, en tant que Camerounais, je voudrais que ce soit ça. Parce que j'aime mon pays. Mais une élection présidentielle se déroule en France. Les bureaux de vote ferment à 18h. À 20h au plus tard, on a les premières tendances. Juste. Chez nous, 2 mois après, quelquefois, on en est encore à pinailler sur qui a eu quoi. Bon, maintenant, si vous le dites par fierté pour le Cameroun, je peux vous rejoindre. Mais la réalité n'est pas celle-là. Et quand nous disons qu'il y a des couacs, c'est pour qu'on essaye ensemble de les travailler pour aller vers le bon sens. Quand on nous parle des membres du conseil électoral qui étaient du RDPC et qui ont démissionné et qui sont devenus subitement des anges qui vont travailler pour un système électoral parfait. Mais vous ne citez pas ceux qui sont des partis d'opposition qui sont nommés dans le même conseil électoral. S'il vous plaît. Justement, ça pourrait être une solution qui arrangerait tout le monde, de pouvoir partir de la représentativité à l'Assemblée nationale et créer une espèce de représentativité au sein du conseil électoral. Ça peut être une solution. Est-ce qu'il y a des anciens membres des partis politiques d'opposition dans ce conseil électoral, oui ou non? Mais répondez à la question, c'est Dibita qui pose des questions. Mais moi, non, on est dans un débat. Vous m'avez je suis curieux de savoir. Je voudrais savoir simplement, lorsque vous parlez de la comparaison que je fais entre les élections, lorsque vous entendez que jusqu'à présent, les Américains se posent encore la question si l'élection de M. Donald Trump a été bien faite. Pour quelle raison? Ils se plaignent de ce qu'un pays aurait eu la même mise sur cette élection-là. Comment ça se passe d'après vous? Les résultats qui sortent au soir, comme vous dites là, à la fermeture du bureau, aujourd'hui, ils sont dans des systèmes biométriques ou par des trafics informatiques. Vous avez la possibilité de prévoir même le résultat de cette élection bien avant même la proclamation. Non, permettez-moi de dire, en ce moment, lorsque c'est un système manuel, lui, il est en train de dire qu'il met des moyens en place pour pouvoir contrôler, surveiller leur vote. Entre le vote informatique, si c'était totalement biométrique, vous n'auriez pas la possibilité de faire ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on peut quoi de surveiller vos votes. Ce que je fais. Non, permettez-moi. Vous avez dit que vous venez sur la parole. Il a dit qu'il vient sur un plateau sérieux. Non, monsieur, vous avez. Jacques Aymon, il reprend la parole, vous reviendrez. C'est lui qui avait la parole. J'essayais de dire. Ah, vous essayez seulement. Vous voulez parler à ma place, s'il vous plaît? Non, il veut... Je suis en train de dire que ce système électoral, nous pouvons l'améliorer. À l'époque, on parlait de ONEL 1, ONEL 2, et ensuite on est passé à ELECAM. Et on est passé au système semi-biométrique, parce qu'on peut l'appeler semi-biométrique. C'est une avancée. Et ça, non. Le problème avec vous, c'est que vous pensez que, parce qu'on critique, si vous voulez que je le dise, militant du RDPC, que parce que on a un avis contraire, forcément, on pense que tout est à casser. Moi, je suis contre les extrêmes. Ceux qui d'un côté pensent que tout est noir au Cameroun, et de l'autre côté, ceux qui pensent que tout est propre. Ce sont des hommes qui sont à la manœuvre, et c'est normal qu'il y ait des manquements. Bon, maintenant, consensuellement, il y a des sujets qui interpellent tout le monde. Les acteurs, pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une table et trouver un minimum de consensus pour aller vers la bonne direction afin de crédibiliser le système? Là, vous devriez dire davantage. Bon, maintenant, je le dis sur ce plateau, pour gagner nos élections, il y a des méthodes pas catholiques que nous sommes obligés d'utiliser.
Et je vous dis, pour l'instant, à Douala 3e, Vouri-Est, nous sommes en train de nous préparer d'une manière musclée. Parce que l'adversaire nous dit, pas qu'on va gagner l'élection dans les urnes, mais qu'on va gagner par tous les moyens. Et nous également, nous disons, nous allons nous maintenir par tous les moyens. Alors, dans un système normal, le vote doit se dérouler dans les règles de l'art et le décompte aisé et le résultat proclamé. Et c'est de ça qu'il est question. Bon, deux réactions rapides. Attendez, bon, placez d'abord, parce qu'il faut être équilibré dans le... Vous les gens, je crois que vous êtes tous du RDPC. il est de la diaspora proche. Non, j'aimerais d'abord dire à Edmond, demander à Edmond s'il a suivi le message de vœux du président Cabral Libri du PCRN. Je vous avoue que non. Voilà, parce que vous me disiez tout à l'heure que vous suiviez tout. Alors, quand un leader politique fait un message de vœux et que dans ce message, il dit la clé de la victoire, c'est la participation et la surveillance du vote. Je pense que c'est un message qui révèle effectivement qu'il y a un problème, c'est-à-dire que sécuriser les votes. Donc, dire qu'on ne doit pas questionner ce code, ne pas questionner sa crédibilité, ça, je ne veux pas être aussi virulent que Achille, mais ça me laisse quand même perplexe. Et moi, je voudrais aussi dire à Joseph, qui est comme tous les gens du RDPC, qui aiment les poèmes, les fables, qui restent des choses qui nous font... Voilà. Ça nous fait oublier le quotidien, quoi. Oui, ça nous ramène... ça nous endort. Oui, ça nous ramène à ce parti dont, dit-il, on était tous militants dans une certaine vie. Mais ce qui manque, c'est le concret. Et je voudrais également dire qu'il n'est pas interdit de faire les erreurs. Voyez-vous, nous avons mis en œuvre ce code électoral. Nous avons mis en œuvre ces institutions qui organisent les élections. Et nous avons tous ensemble constaté des erreurs, des choses que vous souleviez tout à l'heure. Alors, qu'on le soulève ne veut pas dire qu'on pleurniche. D'un. Et de deux, je pense que quand on fait les erreurs, on apprend. N'est-ce pas? Alors, ce que nous voulons, et je crois que je vais rejoindre Achille, ce que nous voulons, c'est, si nous faisons une erreur, qu'on en apprenne et qu'on ne fasse pas la même erreur chaque fois qu'on aura à faire les élections. Ce que nous disons ici, c'est des choses récurrentes qui reviennent à chaque élection. C'est les mêmes querelles, c'est les mêmes revendications, voyez-vous. Ce n'est pas parce que les gens sont particulièrement vindicatifs. C'est qu'il y a des réalités qui se passent sur tout le process. Parce que vous dites par exemple que dans votre fable, que le RDPC fait inscrire les gens dans les listes électorales. Je pense que pour qu'on s'inscrive dans une liste électorale, il faut quand même avoir une carte d'identité, carte nationale d'identité. Est-ce que vous allez me démentir? Est-ce que vous me démentirez également que dans ce pays, il y a un problème criard, n'est-ce pas, d'obtention d'une carte d'identité? Alors, le RDPC peut avoir profité parce qu'il vient de loin, parce que nous tous nous avons été et on a eu des cartes d'identité. Mais regardez tous ces jeunes qui aujourd'hui n'ont pas de carte d'identité et qui voudraient exercer, n'est-ce pas, leur droit de vote et qui ne peuvent même pas s'inscrire parce qu'il y a à la base un problème de carte d'identité. Autant de choses que nous devons reconnaître et rechercher comment... Est-ce qu'on s'inscrit avec le récépissé de carte d'identité ou pas? Non. J'ai le récépissé ou la carte d'identité, mais il faut même déjà avoir l'état civil, je veux dire. L'état, comment vous appelez ça? L'acte de naissance. Et ne pas avoir l'acte de naissance, la responsabilité du RDPC. Député. Bon, on interroge le processus. Député, s'il vous plaît. Je peux répondre à la question. Député, s'il vous plaît. Non, il a déjà pris la parole déjà à deux tours. Moi, j'ai déjà perdu. J'ai déjà même presque perdu. Vous avez les médias. Non, en un mot, allez-y. Non, je dis, ne pas avoir l'état civil, c'est de la responsabilité du parti État qui est RDPC. Moi, je dis ce que j'ai fait. Nous, dans notre commune, on s'est rendu compte que c'était un réel problème. On a lancé une opération, un enfant, un acte de naissance. Vous savez combien de dossiers on a reçus? 14 000. Ils sont en traitement et vendredi dernier, on en a distribué 3 000 aux familles. Et justement, ces familles
nous disent que quand ils se pointaient, avant notre arrivée à la commune d'arrondissement de Douala 3e, on leur demandait de payer pour faire établir une date de naissance d'un enfant. Donc, de fil en aiguille, le parent, face à ces difficultés, voit le temps passer et finalement, il est hors délai. Quand il se pointe au tribunal, il faut un jugement supplétif et ça coûte énormément cher, avec ce que cela comporte comme des tracasseries. C'est aussi de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent de pouvoir trouver des solutions à des problèmes qui se posent. Bon, maintenant, si vous essayez de nous dire que vous êtes dépassé par les événements, vivement qu'on organise les élections transparentes afin qu'ils puissent... Alors, nous avons le temps de répondre, mais on va poursuivre. On va rester dans le même schéma, mais on va poursuivre avec la suite, parce que c'est certainement l'une des conséquences sur la légitimité. Et je fais la transition. Est-ce que ce qu'on relève là, s'agissant de la crédibilité du scrutin, n'a pas, je veux dire, pour conséquence, je ne veux pas dire l'illégitimité, mais je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas, à partir de là, interroger la légitimité finalement du scrutin, si tant il est vrai que les différents freins ne permettent pas à tout citoyen qui veut s'exprimer de véritablement le faire, Joseph? Oui, Dipita, vous savez, au Cameroun, on est parti des élections qui étaient organisées par le ministère de l'administration territoriale. Les Camerounais s'en sont plaints. Le président Paul Biya, un homme d'écoute, un apôtre de la paix, est passé à ONEL. On a appelé ONEL 1. Jusque-là, des plaintes ont continué. Nous en sommes arrivés à ONEL 2. Ce n'était toujours pas parfait. Maintenant, nous sommes à Elekam. Est-ce que tout ça n'est pas caractéristique d'une progression, d'une volonté d'amélioration? Parce que j'entends sur ce plateau que lorsque ce n'est pas bien, on doit reconnaître et changer. Est-ce que partir du Minat jusqu'à Elekam, est-ce que ce n'est pas un processus assez important? C'est pour dire que chaque fois que des Camerounais posent des problèmes, le président de la République les étudie et apporte des solutions à leurs préoccupations. Maintenant, le problème, c'est Elekam. Peut-être que les nouveaux députés qu'on va élire là le 9 août auront peut-être pour mission de continuer à améliorer le système. Peut-être ça sera cette fois-là Elekam 2 ou bien un organisme qui portera tout un autre nom. Donc les gens ne peuvent pas faire le procès du président de la République ici parce qu'il écoute et à chaque fois il agrège des solutions face aux plaintes qui arrivent. Avant de répondre à vos questions, je vais quand même m'interroger. De scrutin électronique en France, on a les résultats à la fin de la journée. Est-ce que parce qu'il y a ce système électronique que les votes ne sont pas suivis? Je crois que chaque état-major surveille ses votes, même si c'est fait sur le plan électronique. Chaque état-major a des logiciels qui lui permettent de surveiller ses votes. Donc la surveillance des votes ne veut pas simplement dire que, comme c'est fait de façon manuelle au Cameroun, ce n'est qu'à ce moment qu'on surveille. On surveille les votes partout. Et maintenant, si Cabral Libi dit il faut non seulement participer, c'est qu'il y a une bonne chose, mais aussi il faut surveiller. Ça veut dire que l'État met les moyens en œuvre pour permettre aux citoyens de pouvoir surveiller les votes. Et c'est quelque chose dont il faut apprécier. Parce que si l'État n'avait pas voulu de transparence, l'État n'aurait même pas donné les possibilités aux citoyens de surveiller le vote. Si vous reconnaissez que vous avez... Allez, terminer. Mais vraiment, si vous ne... Non, j'ai demandé la permission de placer... Bientôt. Okay. Si vous reconnaissez que vous pouvez donc surveiller les votes, reconnaissez que les conditions sont aussi faites de manière à pouvoir surveiller ces votes. Donc, vraiment, à ce niveau-là, vous n'avez pas de leçon à donner ni au président de la République, encore moins au RDPC. Et j'ai dit à l'entame que Elekam n'est pas un instrument du RDPC. Maintenant, vous m'avez posé la question. Oui, sur la transition, voilà. Oui. Sur ce plateau, j'ai suivi que beaucoup de choses sont bien faites. Il y a néanmoins des choses qui sont à améliorer. Mais si eux, qui sont de l'opposition, reconnaissent
que beaucoup de choses dans ce système électoral sont bien faites. Je ne sais pas qui l'a dit. Hein? Peut-être Et qui a donc tout est mal fait. Non, non, non. Monsieur Azemba, Monsieur Azemba, lorsque vous dites que tout n'est pas mauvais, non, si vous dites que tout n'est pas mauvais, non, je suis vivant, s'il vous plaît. Monsieur Azemba du SDF encore et même Monsieur Ebe du PCN reconnaissent prêtez-moi de qu'il l'argent faut et non qu'on de doit tout n'est pas mauvais. que tout n'est pas mauvais, on doit améliorer. Donc, ça veut dire que maintenant, C'est pas ce que ça veut dire. maintenant, pour entamer, prêtez-moi de l'argent Pour pour battre ma campagne et non pour les idées, entamer- s'il vous plaît. Les idées, je les ai. pour Vous entamer, prendrez de l'argent du RDPC en prêt. Du tout. Ah voilà. Allez-y. maintenant pour entamer, C'est l'argent public. maintenant pour entamer Oui, oui, c'est la légitimité. la menace de légitimité de l'élection, qui nous disent quel est le pourcentage qui est bien fait et quel est le pourcentage qui est mal fait. Si c'est bien fait à 80% ou même à 70%, ça veut dire que les élections, sans être parfaites, bénéficient au moins de leur légitimité. Et c'est parce qu'eux-mêmes ils savent que ces élections bénéficient de leur légitimité qu'ils sont tout le temps présents à ces élections. Ceux qui ont pensé que ces élections étaient illégitimes et tout le reste ne sont pas venus. Vraiment, donc, on ne peut pas s'asseoir ici ce soir. Je pense qu'on Et est pour- sur la crédibilité. Parce Non, que non, sur on la est en légitimité. transition maintenant. On Bon. est parti de la crédibilité pour la légitimité. Voilà. oui, mais enfin. Bon, maintenant, si l'élection Je n'est crois pas... qu'au sortir de cette émission, ton parti va te rappeler à l'ordre, je crois. Bon, ça vous regarde. Hein. Si l'élection, vous estimez que les gens estiment que l'élection n'est pas légitime, moi je pense même que personne ici ne pourra le dire, parce que on ne peut pas s'engager vers une élection qu'on dit déjà être illégitime. Donc, monsieur Dipita, rassurez-vous, tous les Camerounais qui ont choisi de participer à cette élection, tous les partis politiques qui ont choisi de participer à cette élection, reconnaissent que malgré les imperfections qu'on peut relever ça et là sur le processus électoral de manière globale, il reste quand même que les résultats de cette élection reflètent souvent la légitimité qui donne la force aux élus de pouvoir présider au destiné de tous les Camerounais dans toutes ces assemblées-là. Et je vais chuter pour dire à mon ami du SDF que ils sont assez, je les trouve assez ingrats, parce qu'ils ne peuvent pas venir parler d'autorité sur ce plateau. Lorsque nous, par le passé, on aura permis d'avoir gracieusement 14 sénateurs. Vous n'avez pas de leçon à donner au RDPC, vous nous devez. Nous, on ne vous doit rien. Vous devez être de moins en moins violent. C'est le RDPC qui donne les sièges. Parce que c'est une élection à suffrage. Je dis que Suffrage indirect, c'est les conseillers à la municipaux. sortie de ce plateau, C'est ton les parti va te conseillers, rappeler à l'ordre. c'est les conseillers municipaux qui votent les sénateurs. Et dans les régions de la Damawa et de l'Ouest, où le SDF a eu ses sénateurs, Oui. c'était essentiellement les conseillers municipaux du RDPC. Ils auraient pu choisir de voter en autre parti. Ils ont choisi En toute amitié. de voter Est-ce que je peux le SDF. Non, Donc le SDF n'a laissez-moi- pas laissez-moi n'a la pas de parole. leçon. Je dois vous répondre à plusieurs reprises. Après, tu vas. Je te donne mon temps de parole Non, d'après. je ne peux pas. Je ne peux Non, pas. Parce pour que dire que je perds le fil de mes ce idées. que vous venez de dire à Mondo Vision est extrêmement grave. Et ça rejoint la question du journaliste, celle du questionnement de ce système électoral. Vous affirmez à Mondo Vision que vous distribuez des sièges. Ça veut dire que non, c'est ce que vous avez dit. Monsieur, qui vous a dit qu'un conseiller municipal, fût-il d'un parti, a obligation de voter forcément par rapport à la ligne que lui donne ce parti. Le conseiller municipal, c'est un adulte qui est libre. Et une fois élu, Donc le parti n'a pas de discipline. Monsieur, Je crois que vous avez un article qu'est-ce qui vous 8.2. fait croire? Est-ce que votre parti, dans le parti Nord-Ouest a la discipline? Dans le RDPC, nous avions la discipline dans notre parti et on vote en fonction des instructions de la hiérarchie de notre parti. C'est faux. Voilà. Vous terminez. Je reviendrai après avec. Je peux réagir, s'il vous plaît. Déjà, député. Il brûle d'envie de parler. Oui, c'est monsieur le maire qui tantôt parlait du sérieux sur le plateau. Ok. Là,
c'est vrai qu'entre eux, ils peuvent se faire... Ce sont des arguments de débat, non? Oui, ils peuvent faire du ping-pong entre eux, SDF, RDPC, la sempiternelle rivalité. Vous y voyez de l'amitié, RDPC? Oui, bien sûr, je vois une certaine amitié, une certaine connivence. Parce que quelque part, nous, à la société civile, nous pensons que les hommes politiques en ont trop fait. Tout à l'heure aussi, le PCA a vu une connivence entre lui et ce sont des points de vue. Les hommes politiques en ont trop fait dans ce pays. Ils ont véritablement détourné l'attention des jeunes sur ce qui est l'essentiel aujourd'hui. Je pense que la jeunesse devrait plus passer son temps à travailler plutôt que même peut-être à regarder des débats qui souvent ne nous avancent pas parce que c'est les mêmes questions, les mêmes sujets qui reviennent tout le temps. Moi, je voudrais simplement dire à la suite de ce que M. Mbotouzé a dit tout à l'heure pour répondre à certaines récriminations au sujet de la crédibilité de l'élection, je vais demander à mes deux panélistes en face d'aller poser la question à Jean-Luc Mélenchon pourquoi il se plaint des élections malgré que les résultats soient donnés à 18h le soir. Allez demander à Marine Le Pen pourquoi elle se plaint des élections, de comment est-ce que le processus se passe là-bas et de pourquoi Jean-Luc Mélenchon peut estimer qu'à un moment donné, ses votes lui ont été arrachés. Lorsque vous regardez les résultats du premier tour et après vous voyez ce qui se passe au second tour. Ils sont dans le rôle. Non. Ah, vous aussi, vous êtes donc dans le vote. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. À ce moment, c'est ce que je voulais dire. Mais sauf que nous ne pouvons pas nous permettre de jouer les mêmes types de rôles que eux ils jouent en Occident parce qu'ils ne sont plus au même niveau que nous. Vous focalisez l'attention des jeunes sur ce qui est futile. Il est revenu largement dessus. Je ne vais pas refaire son débat sur son propos liminaire tout à l'heure au sujet de la question de la tragédie d'un Col Bisson aujourd'hui. Maintenant, je voudrais dire qu'au sujet de la légitimité, pour la légitimité, il faut commencer par notre loi organique. La Constitution du Cameroun permet que se tiennent ou demande que des élections se tiennent à telle période ou telle période, en fonction des différents mandats que vous voulez avoir dans le pays. Le président a-t-il respecté ces différents mandats-là? Oui. Est-ce qu'il a respecté la Constitution camerounaise? Oui. La légitimité est déjà là au départ. Ensuite, en termes de légitimité, il faut regarder maintenant ce qui se passe au niveau du parti au pouvoir. Parce que qu'on le veuille ou pas, le parti au pouvoir aujourd'hui a l'appareil décisionnaire. Parce qu'ils sont au pouvoir, c'est eux qui gèrent. Ils doivent quand même se concerter. Le président du parti, de temps en temps, va consulter pour prendre un certain nombre de décisions importantes sur la vie du pays. À partir du moment où, au sein du RDPC, vous voyez la tendance. Et là, je vais vous rappeler ce que le président dit. Le président dit que notre génération, c'est la génération qui revendique la justice sociale. Plus de justice sociale. Au sein du RDPC, nous avons vu tous les remous à l'occasion des candidatures pour l'investiture des candidats pour ce double scrutin. Ils ont tout fait pour que ce soit ce que la base réclame qui soit représenté, que ceux que la base réclame soient leurs représentants. Ça s'est passé au sein du RDPC. Il y a eu ces remous-là. Donc la légitimité va aller déjà aussi en fonction de ce qui se passe au sein du RDPC et puis maintenant ce qui va se passer ce jour-là. Il ne faut pas commencer très tôt à prêter des intentions aux gens, peut-être pour justifier son éventuel échec, mais il faut plutôt se préparer, mieux fourbir ses armes. Allons-y. Pour pouvoir mieux fourbir ses armes, pour pouvoir obtenir gain de cause, obtenir sa victoire à la fin. C'est ce que moi je peux dire en termes de légitimité. Et lorsque je dis ici sur ce plateau que la crédibilité de l'élection ne peut pas être questionnée, j'ai mes arguments, vous avez vos arguments, vous êtes bien d'accord pour dire que tout n'est pas mauvais. Pour moi, dans mon sens, si tout n'est pas mauvais, ça veut dire qu'il y a au moins une petite chose de fait qui est bonne. Et si vous reconnaissez qu'il y a une chose qui est bonne, si vous reconnaissez qu'il y a des avancées effectivement sur le plan de l'organisation des élections au Cameroun, vous devez aussi pouvoir les mettre en exergue. Vous ne devez pas simplement passer le temps. Plus tu grossis le problème en face de toi, moins tu vois. Vous avez parlé tout à l'heure d'arrogance. Mais je voudrais vous dire que le fait de défendre son argument avec une certaine véhémence, comme vous le faites si bien d'ailleurs, vous êtes un très bon discoureur aussi, cela ne fait pas de vous quelqu'un d'arrogant, et de moins humble. Mais pour recentrer quand même, on interroge la légitimité du prochain scrutin face quand même à deux éléments fondamentaux. La crise à l'ONOSO, avec tout ce que ça a comme déplacé, ça a comme degré d'insécurité qui pourrait évidemment influencer de potentiels électeurs, mais aussi l'appel au boycott, dont on sait néanmoins, tout au moins si on s'en tient au dernier scrutin présidentiel, les résultats officiels donnent Maurice Kamto second, élu le second à cette élection, appelle ses militants
à ne pas aller au scrutin. Est-ce que de ce point de vue, la légitimité, je reviens avec vous tout à l'heure, est-ce que de ce point de vue, la légitimité du prochain scrutin double, législatif et municipal, ne peut pas fondamentalement être interrogée? Est-ce qu'il y aura les élections dans le Nozo? Je dis oui, il y aura les élections. Parce que je crois au président Paul Biya. Et si le président Paul Biya rassure les populations du Nozo que toutes les mesures de sécurité seront prises pour que les citoyens de ces régions puissent aller voter tranquillement le 9 octobre, je ne peux que associer toute ma croyance à ces paroles du président Paul Biya. Maintenant, ces relais, notamment le ministre de l'administration territoriale, nous a rassurés encore hier, lors de la réunion, la rencontre semestrielle avec le gouverneur, que les dispositions sécuritaires sont prises, et nous avions d'ailleurs vu tous ensemble, beaucoup de télévisions camerounaises ont relayé, les déploiements qu'il y a eu dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, c'est-à-dire en dehors des forces de défense et de sécurité qui s'y trouvaient déjà. Il y a eu près de 700 éléments, plus de 700 éléments qui ont été affectés à ces deux régions pour davantage sécuriser les élections, mais pas seulement sécuriser les élections, mais sécuriser davantage d'abord les personnes et leurs biens. Je crois que sous toutes ces mesures qui sont mises en œuvre maintenant vont porter des fruits. Et maintenant, Monsieur Azemba, il y a des citoyens de Douala qui vont à Limbé passer des week-ends au bord de la mer. Vous dites que la situation est totalement ingouvernable dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Il y a des étudiants à l'université de Buea qui vont à l'université tranquillement. On ne vous a pas dit qu'il y a une année blanche à l'université de Buea. Donc, nous acceptons tous ici qu'on a des préoccupations de sécurité dans le nord-ouest. Et le gouvernement en premier l'accepte. Et c'est pour ça que tout ce déploiement est fait. Mais vouloir exagérer en disant que c'est des régions totalement ingouvernables. Je dis, Monsieur Azemba, ayez le triomphe modeste. Nous ne sommes pas ici pour essayer d'inquiéter davantage nos citoyens. Jacques Edmond. Il faut dire que j'ai le sentiment ici que certains hommes politiques, et c'est ce dont nous, du côté des patriotes indomptables, nous nous plaignons, ont complètement baissé la garde, ont même perdu la main. Parce que j'ai l'impression que, contrairement à ce qui est évident aujourd'hui, aux yeux de tous, que le Cameroun fait l'objet des attaques d'un certain type de personnes qui veulent partitionner, qui veulent diviser notre pays avec l'appui de certaines puissances occidentales impérialistes qui lorgnent nos richesses naturelles. Je note ici que le représentant du SDF a carrément octroyé ces deux régions à ces personnes puisqu'il dit qu'elles sont ingouvernables. Elles n'appartiennent plus au Cameroun. Nous ne gouvernons plus, nous ne surveillons plus rien de ce côté-là. Ensuite, je vais dire que en réalité, pour ce qui est du boycott, pour ma part, il est sans objet. Simplement parce que 14% à la dernière élection, quelqu'un parlait de un peu plus de 3 millions 590 000 et plus. 590 000 et plus qui ont été valablement exprimés lors de la dernière élection présidentielle. 14% de ça, c'est aussi autour de 500 000, voire 600 000 personnes. Donc, si aujourd'hui on a 7 millions et un peu plus de personnes et que vous enlevez les 500 000 qui ne vont pas aller voter, il nous reste 6 millions et 500 de personnes, ce qui peut représenter un taux de participation d'un peu plus de 90%. Donc, nous pouvons dire que même si ces 500 000, ces 14% boycottaient cette élection, en réalité, cette élection est légitime. Elle serait légitime. Claire. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais simplement dire que, en réalité, les mêmes hommes politiques qui ont pour objectif... On parle de légitimité ou de crédibilité? De Parce que j'ai l'impression que les gens se... Non, on est dans la légitimité maintenant. Mais si on a 90% de taux de participation, ça rend l'élection légitime. Où est-ce que vous les aurez?
Laissez-le développer. Vous êtes des devins. Vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Ça, c'est une projection. 90%, c'est une Je pensais que monsieur le il maire... allait sur la base des calculs. Je pensais que Oui, monsieur c'est le ça, il est maire... en train de faire une prédiction. Je pensais que que monsieur le maire et son acolyte, en tout cas, je pense que tous les deux sont du SDF. Et Je vous, pensais tous que les monsieur deux, le maire, du RDP, je pensais que voilà. monsieur le maire C'est et son acolyte. En fait, c'est la réponse à votre Je pensais que monsieur On va arriver à la mutualisation. Je crois que c'est... Oui, en un mot, il faut terminer parce qu'on a plus que 20 minutes. communes, non? Oui, bien sûr. Allez-y. On le On n'a plus connaît. que 5 minutes Comme et puis hier, on va le la RDP, mutualisation. le SDF avait pratiquement des listes communes. Si vous leur offrez 14 sièges, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu le dis, tu répètes que vous avez donné. Vous distribuez les sièges alors. Terminé. Je dirais que pour moi, ce boycott-là est sans objet. Donc pour le MRC, pour moi, c'est... Et je pense qu'au soir du 9 février, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Parce que je ne sais pas s'ils ont mesuré le fait. Déjà, il n'y a qu'à s'en tenir aux réactions de certains des cadres de ce parti-là, comme M. Célestin Djamène. Nous savons tous ce qu'il pense aujourd'hui du fait qu'il ne soit pas en train de participer à cette élection. Donc il y a déjà des regrets par rapport à ce boycott-là, à ce modèle de boycott. Et je vous parie que beaucoup d'entre eux ne suivront d'ailleurs pas ce modèle de boycott. Ensuite, pour ce qui est du Nozo, je me réjouis de ce que tous ceux qui ont braillé sur l'inefficacité ou alors le fait que le grand dialogue national était un grand rendez-vous de comiques, etc., etc., je peux dire aujourd'hui, je peux me réjouir au vu des résultats aujourd'hui, des grands généraux qui se sont retournés, de certains Camerounais qui reviennent du Nigeria, de ce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes d'écoliers ont repris le chemin de l'école, encore récemment, il y a quelques jours, de ce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train d'être réhabilitées de ce côté, de ce qu'aujourd'hui, que ce soit à Balikumbat ou alors dans d'autres régions, les jeunes et les populations sont en train de se rendre compte que sans leur participation effective, que si elles ne se lèvent pas, comme hier, les populations du septentrion du Cameroun se sont levées contre Boko Haram. Si Boko Haram a perdu la face dans le septentrion, c'est parce que les populations ont participé. Et aujourd'hui, les populations dans le nord-ouest et dans le sud-ouest se rendent compte que c'est leur pays, le Cameroun. Ils ne sont pas des Camerounais exclus. Et ils sont en train de dire qu'ils ne veulent plus de ces personnes qui sèment le trouble, qui tuent leurs propres frères dans ces régions-là. Et je dis que l'élection aura bel et bien lieu là-bas, parce que les populations ont pris conscience du rôle que elles ont à jouer à ce niveau-là. Et je pense que cette élection sera légitime dans ce cas-là. On parle de mutualisation désormais parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes au moins. Sur le terrain, on s'aperçoit effectivement que peut-être au regard de, je ne vais pas dire la faiblesse, hein, c'est pas le mot que je veux utiliser. On observe qu'il y a beaucoup de partis politiques qui évidemment n'ont pas pu faire une mutualisation à la présidentielle. On parle moins de ce constat-là. On choisit de se mettre ensemble pour ces élections de proximité, ces élections locales, faire valoir leurs arguments auprès des électeurs et qui sait peut-être remporter les prochaines élections. D'ailleurs, PCRN et SDF, vous êtes dans ce schéma-là. Vous dites que c'est une stratégie, alors vous avez pris conscience de vos faiblesses et c'est la meilleure stratégie pour vous d'aller au combat, Achille. Oui, merci Dipita de parler de ce sujet extrêmement intéressant. On se nourrit toujours on apprend de ses erreurs. Si vous êtes un être humain réfléchi, c'est normal que vous commettiez des erreurs et quand vous avez commis des erreurs, c'est toujours bien d'apprendre de vos erreurs. Nous n'avons jamais dit que la mutualisation des forces est un problème. Quelquefois, l'opposition camerounaise a été victime des égos, quelquefois surdimensionnés, d'un certain nombre de leaders. Et ça, parfois aussi, c'est dû à la méconnaissance du calendrier. Parce que je rejoins Placide. Voyez, la dernière élection présidentielle, la dernière convocation du corps électoral a surpris plus d'un. Parce que il y avait dans l'air, c'est mon point de vue et que vous pouvez respecter ou pas. Allez-y, ne tenez pas compte des mots. Je dis la convocation du corps électoral, la dernière convocation du corps électoral par le président de la République a suppli plus d'un. Je n'ai pas dit tout le monde, j'ai dit plus d'un. Donc si vous, au RDPC, vous n'avez pas été suppli, ça rejoint ce que Placide a dit, que vous avez l'information avant les autres. Mais nous, au LDF, nous avons été supplis parce que nous pensions que logiquement, il fallait marquer un temps d'arrêt pour s'occuper de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Ça, c'est notre point de vue. Vous pouvez en rire, c'est votre droit le plus absolu. Mais maintenant, je dis, la mutualisation a beaucoup d'atouts. Non seulement, vous avez du personnel que vous déployez facilement. Parce qu'au Cameroun, le débat ne se pose pas. Celui de battre le RDPC dans les arrondissements. Le RDPC, excusez-moi de vous le dire, ne représente pas grand-chose. Ne voyez pas les 71%, ne voyez pas les supposés résultats engrangés. Quand vous faites un vote propre, moi je suis un maire du terrain. Je parcours mon arrondissement, je parcours les autres arrondissements, j'écoute les gens parler et c'est le bas peuple qui parle. Vous pouvez rester dans les bureaux feutrés, les sous-préfets, l'administration et les CAM fabriquent les résultats et vous vous en gargarisez. Mais je dis la mutualisation des cadres, la mutualisation des partis politiques pour déposer les listes dans les arrondissements donne un peu plus de chance aux partis de l'opposition d'engranger des points. Si le SDF et le PCRN, comme c'est le cas à Douala 2e et d'autres partis politiques, l'UDC, l'ANDP, vous imaginez que le parti, et que Douala 2e est reparti en territoire, en zone, et que chaque parti politique, au lieu de se déployer dans tout Douala 2e, à une zone, vous convenez avec moi que les méthodes de sécurisation vont être un peu plus renforcées. Et comme ça, dans plusieurs zones, l'arrondissement de Douala 3e, le territoire de Douala 2e est quadrillé et on a des fortes chances d'arriver à une victoire certaine. Et je peux vous garantir, retenez cette date, que cette coalition va gagner les élections pour la commune d'arrondissement de Douala 2e et le siège de député dans l'arrondissement de Douala 2e. Joseph Boutou, sur la mutualisation, n'est-ce pas, je dis l'astuce pour tout au moins faire trembler le RDPC dans ce qui semble être ses bastions? Faire trembler le RDPC. Si tous les partis de l'opposition se mettent en main. Le RDPC a posé les jalons de sa victoire depuis plus de 6 ans. Parce que dès que l'élection finit, nous dans le RDPC, on prépare l'autre. Ceux qui sont surpris du jour où on convoque le corps électoral, ça les engage. Nous, on commence à préparer une élection au lendemain de celle qui s'achève. Et on ne sera jamais surpris de la convocation du corps électoral. Ce temps-ci est réservé pour récolter tout ce que nous avions sémé il y a 6 ans. Voilà, nous nous occupons de ça maintenant. Maintenant qu'on organise un match entre le vainqueur de la Coupe du Monde et le reste du monde. Et le reste du monde. Vraiment, nous, ce reste du monde-là ne nous effraie pas. On a suffisamment bossé dur pendant des années pour ça. Vivement le 9 février. Et je voudrais dire aux SDF et aux PCRN qui sont représentés sur ce plateau ce soir que l'élément le plus important dans une élection, c'est le procès verbal. Et le procès verbal s'obtient au niveau de la commission locale des élections. Et la commission locale des élections, dans cette commission, il y a non seulement le représentant des LECAM, le représentant de l'administration, mais aussi le représentant pas de chaque parti pour les élections locales, mais dans l'élection présidentielle, le représentant des candidats, dans l'élection locale, le représentant de chaque parti. Maintenant qu'ils sont beaucoup de partis dans une liste contre le RDPC, ils pourront avoir le loisir d'avoir autant de représentants dans ces commissions, de manière à ce que tout le monde puisse donc signer le procès verbal. Parce que ce procès verbal est intouchable. Même au niveau de la commission nationale, le procès verbal est un élément qui est intouchable. Et mais c'est votre sport favori. Je convoque donc ces partis qui se demandent entre le moment où on vote et le moment où on proclame le résultat, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent être présents dans le bureau de vote, signer les procès-verbaux, se
rassurer que chacun est rentré avec une copie de son procès verbal. Et maintenant, dans les commissions départementales, non, vous avez oublié une étape, accompagner le président du bureau de vote pour remettre son PV à l'écart. Je vous dis cet aspect. Je vous dis que chaque représentant de candidat devrait se rassurer qu'il a signé non seulement son procès verbal, mais aussi qu'il en dispose une copie. Parce que c'est l'élément moteur de l'élection. Beaucoup semblent pas. Et puis, même au niveau des commissions départementales, il y a les représentants de tous les candidats dans ces commissions-là. Et les représentants de ces commissions doivent aller avec ces procès-verbaux. Parce que le procès-verbal, le code électoral dit, personne ne peut le toucher, même pas au niveau de la commission nationale. Donc, M. B. Placide, M. Azemba, formez dès à présent vos militants à être sérieux le 9 octobre et à se rassurer que les consignes de discipline que vous allez leur donner soient respectées dans ces bureaux de vote. Merci. Et là, c'est une aide que je vous... Oui, c'est une consultation gratuite, vous direz. Sauf que je constate... Bon, maintenant, M. Azemba, qui est aujourd'hui le procureur de mon parti qui m'a déjà condamné, il dit que j'aurais des problèmes. Je le remercie pour ce travail gratuit, mais qu'ils ne font pas avance. Mutualisation, là, c'est quoi? C'est la conscience de vos faiblesses. Vous dites nous sommes incapables de battre RDPC, alors mettons-nous ensemble. Nous sommes d'abord incapables de constituer des listes. Merci. Or, vous savez qu'au RDPC, lors de nos investitures, il y a des mécontents. Non, je voulais dire que chaque mairie a au moins 4 ou 5 listes. Imaginez, il nous a pas tout dit. Hein. Il nous a dit ce qu'ils font et que nous voyons. Ce que je peux dire, c'est que... Mais vous semblez bien connaître ce parti. Hein. Oui, je le connais. Bien sûr, il faut connaître l'adversaire. On a grandi dedans. Non, je pense que déjà le RDPC ne peut pas botter en touche la mutualisation. Je pense que les alliances qui passent ça et là, c'est une forme de mutualisation. Donc nous au PCRN, nous pensons que la mutualisation, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est un travail en équipe. C'est une nécessité parce que tout seul, même quand on s'appelle RDPC, on ne peut tout faire. Même quand on a tout l'appareil... et parfois, il se mutualise même avec les sous-préfets et les camps. Voilà, et c'est ça qu'il ne nous a pas dit. Voilà. Quand on a tout ça, on peut facilement gagner la Coupe du Monde. D'accord? Donc, nous considérons que la mutualisation est une nécessité et nous avons commencé. On a approché l'UDC, on a approché le SDF. Et comme disait Achille, pour moi, c'est un bon début parce que, comme je le disais tantôt, c'est ensemble qu'on peut faire des choses. Et surtout, dans une situation où les partis qui n'ont pas tout ce que le RDPC a, n'ont pas suffisamment de moyens pour faire un maillage aussi important qu'ils sont capables de faire avec pas seulement les moyens du parti, mais davantage avec les moyens de la République. Les seuls moyens dont dispose le RDPC, c'est les électeurs en grand nombre. Allez-y. Donc, je vais dire un mot sur la mutualisation. Oui, bien sûr. Oui, donc je voulais finir en disant que, je répète, c'est une nécessité et nous sommes sur cette ligne-là et on va certainement continuer. Et vivement que le RDPC tienne bien pour l'élection de 2025. C'est un galop d'essai. Oui, bon, disons que la mutualisation, c'est pas du tout nouveau, même si en réalité, certains, monsieur le maire, monsieur Azemba l'a dit tantôt, que certains égos surdimensionnés, parfois, ont jeté un peu le discrédit ou allons empêcher, ont constitué des aspérités à cette mutualisation. Moi, je me souviens par exemple de ce que le patriarche Jean-Jacques Ekindi du MP, Mouvement Progressiste, avait eu à faire avec l'UDC pour pouvoir remporter un siège, je crois, ici à la première. Voilà, donc, je veux aussi quand même féliciter ce que l'aîné Abel Elimbi Lobé fait au travers de sa plateforme Kautal
où il a appelé, il a donné même la possibilité à certains membres de la société civile. Et moi, je veux profiter de ceci pour dire à Monsieur le Président de la République que ce n'est pas tous les Camerounais qui veulent appartenir à des partis politiques. Vivement, bientôt, qu'on donne la possibilité à des Camerounais de se présenter par des candidatures indépendantes sans avoir nécessairement... Ça, c'est pour répondre, pour tenser un peu mes adversaires d'en face qui pensent qui me prennent déjà des idées. Le mot est lâché. Oui, bien sûr. Bien sûr, ou bien mes contradicteurs, ou bien mes copanélistes. Voilà. Non, pour dire en réalité que nous avons besoin des candidatures indépendantes au Cameroun. De plus en plus de jeunes. D'où le besoin criant d'améliorer ce code électoral. Bien entendu, puisqu'on vous dit qu'on est parti de NEL 1 ou NEL 2, nous sommes à l'ECAM. On sera un jour à l'ECAM 2, à l'ECAM 100 ou bien à quelque chose. Voilà. Donc moi je vais chuter en disant simplement, en remerciant tous les copanélistes ce soir, qui, notamment M. Azemba et l'aîné Placide, qui ont fait montre aussi d'un esprit républicain, contrairement à ce que j'entends de plus en plus dans les plateaux de télévision et dans les débats politiques au Cameroun. Ce n'est pas des personnes qui sont prêtes à sortir des couteaux et des machettes pour dire coûte que vaille. Donc je remercie un peu, j'ai pris plaisir à venir sur votre plateau ce soir. Merci en toute humilité, il faut dire que c'est une marque de fabrique ici. On évite au maximum les plateaux où ça va dans tous les sens. Mais je voudrais vous remercier. Vraiment sincèrement. Merci aussi. Vous remercier d'avoir éclairé nos téléspectateurs sur les thèmes de ce soir, parce que c'est l'un des enjeux. La crédibilité du scrutin, on s'interroge, mais aussi la légitimité, les Camerounais qui doivent se mobiliser. D'ailleurs, je suivais Hilaire Kamga ce matin, qu'on a pris en interview dans le cadre de nos éditions d'information, le journal de 20h. Il disait qu'au Cameroun, le vote est un devoir, il est impératif selon la loi. C'est un devoir à la limite du citoyen d'aller aux urnes. Joseph, Jacques Edmond, Achille et Placide, bon retour dans vos familles. Oui, Merci. Je voudrais faire un clin d'œil à mon ami Bitoute Jules, chef de centre CNPS de Tribi. Bon, d'accord, le message est passé. Il est décasse que c'est le service commercial. Comment? Non, pas d'accord. Il m'a pris le coup. Monsieur le maire va quand la redevance communale. Merci à vous à la maison. Désolé pour ce petit imprévu qu'on a eu tout au long du cours de l'émission. Vous savez, entre énergie dispensée par l'entreprise qui le fait et les énergies en interne, il y a souvent une petite fraction. On a eu une interruption et puis ça s'est rapidement réparé. Bonsoir et à mardi prochain. Je vous signale néanmoins que dans le cadre du scrutin du 9 février prochain, nous allons dans les prochains jours, dès le 23 janvier, lancer des émissions spécialement consacrées à ces élections-là. Des émissions spéciales, mais également des aménagements tout au long de la semaine de nos éditions d'information, des aménagements pour rendre compte au jour le jour, à la minute près, du déploiement des candidats, de la vie politique en période de campagne. Tout cela, ce sera évidemment sur cette antenne. Vous n'avez pas besoin de zapper. Bonsoir.